Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, on est de retour sur Sud Radio, de retour avec deux entrepreneurs, ouais on va le dire comme ça. Alors le premier c'est quand même un entrepreneur d'exception. On est dans le domaine, alors parfois un peu technique, des entreprises du service numérique, l'ensemble de la digitalisation, sauf que la croissance alors je vais encore employer l'ancienne marque de GFI Informatique, est absolument incroyable. Pour le coup là c'est un sacré entrepreneur, Vincent Rouex, qui en fait une boîte qui fait aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont aussi ces chefs d'entreprise-là qu'il faut écouter, évidemment, pas seulement les petits entrepreneurs, parce que ce sont ces chefs d'entreprise qui vont porter notre croissance. Justement, les petits entrepreneurs, ce sera ensuite l'ensemble des risques qui les entourent. Vous allez voir, on va en parler, mais d'abord, GFI Informatique, ou plutôt maintenant, Inetom. Et donc on commence avec le PDG d'Inetom, il faut donc dire Inetom, Vincent. Oui, bonjour. C'est plus GFI Informatique, c'est Inetom. Alors, juste rapidement, pourquoi une nouvelle marque? Parce qu'ensuite je veux vraiment qu'on rentre justement dans ce que vous appelez la post-transformation digitale. D'abord, vous avez encore quelques semaines pour lancer Inetom, puisqu'on va changer officiellement de nom le 1er janvier. D'accord. On est rentré à une phase de transition. Donc c'est encore GFI. C'est encore GFI, même si on communique beaucoup sur ce nouveau branding. C'est important pour nous aujourd'hui de venir marquer après plus de 10 années de transformation, de croissance en dehors de la France, de 32 acquisitions qui ont marqué notre histoire, à devenir aujourd'hui externaliser ce que nous sommes devenus, à la fois d'ailleurs en externe mais aussi en interne. C'est un vrai projet de transformation qui va permettre à chacun de nos collaborateurs, chacun des entrepreneurs qui ont rejoint dans ces 32 acquisitions et avec leur équipe notre groupe, de venir prendre conscience de ce qu'est devenu le groupe, 2,3 milliards de chiffre d'affaires pro forma, 26 pays, 27 000 collaborateurs. Et je me souviens, quand j'étais venu voir il y a quelques années, on était à 500 millions quand je suis arrivé. Exactement. Voilà, donc une transformation forte. Vincent, ce que vous décrivez là, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai préparé cette interview. J'ai dit, mais comment ça, il est à 2,3 milliards, lui? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de croissance de dingue? Pour moi, vous étiez effectivement la belle ETI autour de 600-800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a eu quoi? Il y a eu une accélération sur les 2-3 dernières années? Alors, on a toujours eu une stratégie qui a été de renforcer nos savoir-faire, nos expertises, nos produits, nos solutions logicielles avec des petites opérations, et puis de temps en temps d'avoir des opérations qu'on appelle plus transforming. On a eu à Belgique avec Real Dolmen en 2015-2016 qui nous a permis de récupérer 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en Belgique, donc d'occuper une place majeure, en top 3, top 4. Et puis bien sûr cette année, alors en plus en plein Covid, une opération très forte en Espagne avec plus de 7000 collaborateurs, 600 et quelques... Et alors quand vous achetez, là, vous achetez des parts de marché en fait? Alors on achète, non, on a toujours une combinaison, acheter des parts de marché, oui, ça nous est arrivé quand on voulait être plus important, plus gros, pour devenir partenaire de nos grands clients. C'était important de rester dans le top 3, top 4 des fournisseurs de certains clients qui accompagnent le développement international, mais aussi de renforcer des expertises. Et l'opération Yesisa, donc l'informatique d'El Corte Inglés, qui était leur filiale, non pas informatique interne, mais filiale SS2I, ESN, sur le marché, nous conforte aussi avec savoir-faire très fort autour des SAP. Aujourd'hui, on dispose maintenant d'une ligne de service autour des offres SAP de 200 millions d'euros dans 17 pays. On a renforcé des savoir-faire autour de la cybersécurité, des offres autour des smart cities. On va en parler. On va rentrer justement dans parce que c'est ça le sujet. Parce que la question récurrente. Alors c'est marrant d'ailleurs parce qu'on vous l'a posé à 600 millions, on vous la pose encore à 2,3 milliards. C'est toujours la question de la taille. Voilà, c'est toujours la question de la taille. Et je vois qu'effectivement vous choisissez des éléments très précis sur lesquels développer une expertise. Nous, on a toujours deux approches. La première, c'est qu'on considère, et on a toujours considéré, on considérera la taille critique fluctue en fonction des marchés, mais qu'il faut être dans les top 5 des fournisseurs dans les pays où nous sommes. C'est ce que nous sommes quasiment. Et donc ça, c'est pourquoi? C'est pour faire... Vous avez cité SAP, il faut juste le dire pour que même ceux qui ne sont pas au cœur de l'industrie informatique nous suivent. Et oui, GFI... C'était quoi les initiales de GFI? Groupement français d'informatique, voilà, c'est ça, groupement français d'informatique. SAP, vous le savez d'ailleurs si vous nous suivez, puisque le patron de SAP en France est venu, Gérald Carcinti, il n'y a pas très longtemps. C'est notamment les ERP, c'est-à-dire c'est vraiment les systèmes internes essentiels à la production aujourd'hui des entreprises. Et vous, là, vous êtes intégrateur en fait. Nous sommes intégrateurs. Voilà, vous aidez les entreprises à travailler avec ces ERP. À mettre en œuvre ces ERP. Et à brancher des petits modules supplémentaires et à supporter leur activité. Voilà, donc nous on a toujours voulu et considéré
considéré qu'il y avait un premium à être fort dans chaque pays. Pourquoi? Pour traiter les grands comptes. Et être capable d'avoir des parts de marché très fortes avec des grands comptes qui font aujourd'hui notre top 10, top 35, nos clients, qui nous supportent dans une dynamique de récurrence, mais aussi de développement international. Et notre stratégie internationale a été construite autour, entre autres, de cette capacité que nous avons à accompagner ces grands comptes à l'international. L'Afrique pour les comptes français, par exemple, l'Europe de l'Est. Orange en Afrique, vous faites quoi pour le... Parce que je vois que vous avez digital banking, vous faites le... Alors, non, on n'est pas sur la partie banking, non, on est sur la partie billing, BSS, OSS, d'accord, facturation, et toutes ces parties opérations, mais aussi les tierces maintenances applicatives, les projets de CRM sur lesquels nous travaillons. En relation avec les clients, il va falloir tout traduire, il faudra faire des sous-titres en fait. Et puis de l'autre côté, vous prenez l'Amérique latine, où on fait 150 millions aujourd'hui, où là on est avec des grands clients espagnols, BBVA, Telefonica, Santander, qu'on accompagne au Mexique. Mais c'est quoi? C'est avec votre acquisition en Espagne qu'ensuite vous pouvez prendre le train BBVA. BBVA d'un mot, ça doit être la 3e ou la 4e banque européenne, donc c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Oui, d'abord c'était à la fois une obligation et un désir. Obligation puisque si vous voulez rester parmi les preferred partners, donc les partenaires privilégiés de ces grands clients, vous devez d'être capable de les accompagner. Et nous n'avons pas fait un choix d'être mondial, comme peut l'être certains de nos grands confrères, tout à fait. mais de cibler l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe de l'Est. C'est intéressant, Vincent, c'est super intéressant parce qu'on entend beaucoup ce discours de les grands groupes, enfin une sorte d'affrontement. Alors vous maintenant, vous n'êtes plus une PME évidemment, mais même quand vous étiez une ETI à 600-800 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous étiez porté par la croissance de ces grands groupes. Ce CAC 40, il est aussi aujourd'hui à l'origine d'un certain nombre de très belles entreprises dont vous faites partie. Exactement. D'un côté, il nous demande des efforts sur les volumes qu'on peut faire, bien sûr. Mais qui vous en demanderait pas? Mais de l'autre côté, le marché de TI est parfois un peu plus cyclique, mais plus lucratif sur la prestation elle-même. Mais ces grands groupes, c'est aussi de la capacité d'innovation. Donc on travaille sur des sujets de blockchain, d'intelligence artificielle, des sujets qui sont porteurs pour notre futur, et puis de développement international, et en choisissant d'être très local. C'est-à-dire que nous venons opérer, nous, au Mexique. On fait 80 millions, nous venons opérer au Pérou, en Colombie, avec ces grands clients. Pas uniquement faire du projet au monde international, comme on sait le faire avec... Ça veut dire quoi, la post-transformation digitale Alors nous, c'est un vrai concept, parce que, vous savez, moi je suis arrivé chez les filles en 2007, je crois, et on affichait déjà transformation. Donc, alors, on a mis digital après, bien sûr, mais nous, on considère aujourd'hui qu'on est dans un flow continu. Et que, jour après jour, on voit des innovations technologiques, des nouveaux use cases, des nouveaux métiers apparaître, et qu'il faut se mettre dans une disposition, des déséquilibres avant, sur lequel la transformation digitale n'a pas un début, une fin, comme vous l'avez dit, je crois, au début de cette émission. C'est parce que c'est vous qui me l'avez dit. C'est bien, j'ai marqué votre territoire. Mais surtout, être capable de s'adapter en permanence. Et je crois qu'un groupe comme le nôtre, même si aujourd'hui on a un volume un peu plus important qu'on avait autrefois, doit avoir cette agilité, c'est ce qu'on veut garder dans le modèle, pour pouvoir s'adapter en continu et être capable de proposer à nos clients, non pas l'innovation technologique, mais la capacité à exploiter, d'un point de vue des business models, des use cases, des fonctions qu'on peut mettre en œuvre pour supporter le développement de nos clients, parfois leur résistance. C'est encore enfin, vous le savez, quand vous, au cœur des entreprises aujourd'hui, surtout qu'il y a une prise de conscience de ceux qui n'avaient pas encore compris à cause du confinement. Brutal. La transfo digitale, c'est encore un choc pour beaucoup d'entreprises, Vincent. Et vous leur dites, en fait, ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. 2, vous êtes parfois en retard, et vous avez effectivement, avec la crise qu'on vient de vivre et qu'on est en train de vivre, on voit bien ceux qui résistent le mieux, parce qu'ils ont su se transformer. Ça apporte de l'efficience aussi, le processing ou la capacité à processer d'un point de vue digital, ça peut apporter de l'efficience et donc de la résistance et de la capacité d'investissement sur des nouveaux métiers, des nouveaux sujets. Exploiter la data est un sujet aussi majeur pour certains clients qui veulent se repositionner sur des marchés, revoir leur business model, revoir leur modèle d'affaires pour le futur. Donc c'est aujourd'hui quelque chose de continu. Le sujet, c'est d'embarquer l'ensemble des salariés. Et le sujet, il est bien là, et c'est sur quoi nous on essaye de travailler. Et d'ailleurs, c'est vrai chez nous aussi. Ne pas créer de division et d'opposition entre le monde du digital. Exactement. Je ne comprendrais pas une phrase qu'avait Guillaume Pépi, je crois, à une émission, entre le monde du digital et puis le monde du legacy avec le COBOL, les vieilles technologies. Nous, on est convaincus qu'il y a une convergence et qu'à un moment donné, la capacité à traiter l'intégralité de cette chaîne, à la fois sur on parlait des ERP, mais les chaînes de traitement de tenue de compte qu'on a dans les banques ou d'autres sujets un peu plus lourds, vont devoir évoluer et s'adapter à ce nouveau monde du digital pour le futur. D'autant que, alors on dit data crunching dans les entreprises, c'est-à-dire ceux qui passent leur journée à vérifier des tableaux Excel, personne n'a envie de faire ça, personne n'est heureux de faire ça. Alors c'est l'occasion. Donc offrir une transformation, mais il faut pouvoir embarquer celui qui justement crunchait ses
tableaux. C'est l'occasion pour lui apprendre à faire autre chose. Et de reprendre ce qu'est le savoir-faire de ces gens-là. Ouais, c'est ça. Parce que la vraie valeur je ne ajoutée. crois pas à l'IA, enfin l'intelligence artificielle qui va supplanter, mais qui va plutôt augmenter l'individu d'abord en reprenant son savoir-faire. On l'a aussi dans les usines, hein, on l'a aussi sur l'industrie 4.0, on a les smart cities, sur la santé, et être capable bien sûr sur les tâches répétitives de donner l'occasion aux opérateurs de s'intéresser aux sujets à plus forte valeur ajoutée. Merci Vincent. Vincent Rouex, donc PDG d'Inetom. L'entrepreneuriat comme solution au chômage, peut-être pas si simple. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. On va terminer avec Philippe Lamblin, qui est président, ancien DRH, Philippe. Oui. DRH de l'année, c'était quelle année? 2013, j'ai ça en tête. Ah, 2016. 2016. Stéphane. DRH de l'année 2016, à l'époque, c'était le groupe Avril, Sophie Protéol, les huiles Puget, c'est ça, hein, oui, voilà. Le Sieur, Puget. Le Sieur, Puget et compagnie. Et donc, maintenant, heureux retraité, mais évidemment, tu as une énergie de dingue, ancien athlète de haut niveau, hein, Philippe Lamblin, énergie de dingue. Et donc, tu es président d'un bureau qui s'appelle BGE, qui fait quoi? BGE, ça veut dire quoi? BGE, c'est un booster qui est garant de l'entrepreneuriat. Ça fait 40 ans qu'il y a des gens qui ont lancé ça. Tu veux créer ta boîte? On va t'aider. 400 000 boîtes en France depuis 40 ans ont été créées grâce à BGE, marque de fabrique. 80% de celles-ci sont toujours pérennes 3 ans après leur lancement. On ne les suit pas pendant 40 ans. Et donc ça veut dire, parce que là, alors ce qui pour moi, après 15 ans d'exercice, est un truc dingue, t'es le premier à me faire écrire ça. J'ai écrit donc là sur l'écran, les dangers de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, tu dis attention, parce que là on vient de parler des questions de chômage, etc. et tout. C'est vrai que le auto-entrepreneur, prends ton destin en main, enfin tout ce qu'on voit en ce moment, paraît être une très très bonne solution. Pourquoi est-ce que c'est pas forcément une bonne solution? Oui, le premier qui en a parlé s'appelait Raymond Barre. Économie Ça de alors 1979. T'es au chômage, crée ta boîte. Alors c'est vrai qu'en France, c'est devenu relativement facile. Tu la déclares très rapidement, puis on te fait miroiter, mais c'est pas que tu as miroité. Si tu gagnes du pognon, tu vas être exonéré de charges pendant un petit moment, tu auras peut-être des avantages fiscaux, vas-y. Sauf que c'est pas suffisant. T'es un bon spécialiste de ton métier. Par exemple, tu es un super coiffeur quelque part, tu dis je vais créer mon salon. Il faut répondre à certaines choses. Or ça, en France, on n'en parle pas assez. 816 000 personnes en 2019 ont créé leur boîte, immatriculées. Ouais. Tu te rends pas compte? Ça veut dire quoi? Que cette année, contrairement à ce que l'on peut penser, malgré le Covid, on risque de flirter avec le million de boîtes créées. Et je dis simplement, allez-y, créez votre boîte. Mais de grâce, accompagnez-les. Question piège, combien d'entrepreneurs qui créent leur boîte ont dit « Allez, je vais me former un petit peu sur les 800 000 », 10%. 10%. Ça veut dire seulement. quoi, se former un petit peu? Gestion, comptabilité, Et ce qui va te bilan, c'est tout ça qui va te manquer en fait. Ben, je suis plombier, j'en ai marre de mon patron, il me fait suer, je veux créer ma boîte. Eh ben, vas-y. T'as ton marché? Ah non, qu'est-ce que tu parles de quoi? Mais non, mais Philippe, t'as jamais de marché. Alors, pardon, non, si tu commences à savoir si t'as un marché avant de créer ta boîte, alors là, c'est, pardon de citer le plus formidable des entrepreneurs, hein, Steve Jobs. Si vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, le temps de le fabriquer, ils voudront autre chose. Alors la réponse, je l'ai. Parce que mon fils est devenu plombier à son compte. Et le marché, il l'avait dans sa tête. Il a dit, le marché, c'est moi qui vais le faire. Ah, on est d'accord. D'accord? Par contre, le garçon qui avait arrêté ses études en troisième... C'est ce qu'on a fait nous aussi, hein, ici. Hein, bah oui, Philippe. Hein. Vous avez le meilleur exemple. Peinard dans une grosse boîte. On n'a pas de marché, hein, on va aller le chercher avec les dents. Je crée ma boîte. Ben et il y en aura. Voilà. Et au bout de 3 ans, il fonctionne. Mais le garçon, qui savait pas bien écrire, eh ben, il a appris avec des logiciels à écrire. 2, il a fait du digital. Le digital, ça sert à rien. Ben si, ça sert par exemple à suivre tes impayés. Et là, il vient de passer 8 jours à arrêter de travailler, à s'occuper de ses impayés. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'entrepreneur, c'est autre chose que d'être une perle dans un métier. C'est une perle dans un métier, bien évidemment, mais avoir le sens du contact, avoir des atouts autour de son métier. Et BGE, depuis 40 ans, aide les gens à le faire. Il y a une boîte qui a fait des masques pour les motards. Ils ont aujourd'hui une dizaine de salariés. Ils décuplent. Ils ont dit, heureusement que vous nous avez éclairé sur les qualités qu'il faut, qui c'est pas seulement le. Mais alors c'est quoi? Non, mais parce que donc. Ok, ton marché. Après, je t'ai coupé la parole parce que je savais bien que tu étais parti sur un truc et on n'aurait pas pu revenir. Après, il faut quoi? Il faut simplement des notions, ça c'est très très important, de comptabilité et de gestion. Bien sûr. Pas confondre le tiroir caisse et le bénéfice, par exemple. Par exemple, et sa poche
et la poche de l'entreprise. Voilà, c'est ça, le tiroir cassé, le bénéfice, voilà, c'est exactement ça. Il faut aussi que l'idée, elle soit autre chose qu'une idée qui est passée comme ça par votre tête. Vous savez, aujourd'hui, le CPF, tout le monde sait ce que c'est parce que la majorité sont des gens salariés et ils peuvent aller au CPS, propose 40 000 formations à l'entrepreneuriat. 40 000. D'accord? Alors beaucoup de gens vont aller voir, mais c'est pas parce qu'ils sont salariés, mais... ils disent je vais aller regarder. 40 000 Et ça veut dire que les marchands du temple, excusez-moi du terme, sont les gens qui vendent ça. Des gens qui sont entrepreneurs reçoivent des choses, vous savez, vous avez de l'argent, vous pouvez... C'est pas que de l'argent, c'est... Vous avez une idée et vous répondez à quelques critères autour. La comptabilité, le digital, et puis qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous allez créer de la valeur ou est-ce que dans 10 ans, vous continuez à vivre avec 1 500 € par mois? On a du mal à comprendre combien gagne un entrepreneur en France aujourd'hui, parce que la TPE, si je peux me permettre, ouais. On mélange ça avec des professions libérales et on arrive à peu près 2 500 € par mois. Je crois, Philippe, que absolument personne n'en sait rien, oui. Parce que tu as le dividende à rentrer là-dedans. Oui. C'est-à-dire que ce que tu peux avoir, c'est du déclaratif en termes de revenus, et encore, ça veut dire qu'il faut que Bercy et que l'administration fiscale rendent public des choses qui ne le sont pas. Mais derrière, tu as l'ensemble de la distribution du dividende. Moi, j'en sais rien. Puis après, il fallait un peu plus. À un moment, la CGPME, quand elle s'appelait la CGPME, avait donné un revenu moyen CGPME d'à peu près 4 000 € par mois pour les chefs d'entreprise. Voilà, PME. Pas TPE. PME. Parce qu'après, à mon avis, il n'y a pas le dividende là-dedans. Vous avez créé votre petite entreprise. D'accord? Covid arrive. Illustration concrète. Je fais de l'éducation physique dans les maisons de retraite. Ils sont des centaines à l'avoir fait, à créer leur boîte. Les maisons de retraite sont fermées. Bah oui, mais ça, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, eh ben, il faut que la personne ait un peu réfléchi à des choses. Certaines personnes se sont reconverties dans des choses comme celle-là sur le digital. Et puis après, vous faites votre travail, vous vivez pas grand-chose. Vous avez le chômage? Non, il n'y a pas le chômage. Après... Vous avez terminé votre carrière, vous avez une carrière complète, qu'est-ce que vous allez toucher en retraite? Je pense que nous devrons d'épauler les gens. Tu as raison. Pendant leur vie d'entrepreneur, et BGE, mais d'autres aussi le font. En France, on ne le fait pas assez. 10% des entrepreneurs. On va dire un truc spécifique, parce que la question m'est posée régulièrement, notamment autour d'un statut qui plaît énormément aux experts comptables, parce que c'est un statut qui est très simple. C'est la SASU. Société... Je sais plus ce que ça veut dire. Mais bref, vous les auditeurs, vous devez savoir. Voilà, SASU. Faites gaffe les amis, vous ne cotisez pas. Voilà. Et la cotisation retraite est un élément dont il faut absolument s'occuper au moment où on lance son entreprise. Voilà, Stéphane, tu as raison. Vraiment. On court après son marché, on court après ses clients. Tout à fait. Et on oublie d'abord de se payer. On oublie de temps à autre... Société à action simplifiée. Voilà. Pardon. Vas-y, je t'ai coupé la parole. Entrepreneur qui veut. Je t'ai coupé la parole. Non, ce que je veux dire à travers ça, c'est bien évidemment la France doit entreprendre. Mais ce n'est pas simplement parce que c'est facile de s'y matriculer, parce qu'on aura quelques aides pendant quelques mois, que cela va résoudre le problème. Il faut répondre à certains critères, et j'invite les gens qui nous écoutent, les jeunes qui disent « Ouais, j'en ai marre, je suis je vais créer ma boîte. » Ok. Rapprochez-vous d'un réseau qui est autour de vous, qui vous coûtera rien et qui vous permettra de mettre en lumière si votre projet est viable. Quand 100 000 personnes se pointent chez BGE chaque année, il y en a 50 000 qui vont travailler leur création d'entreprise. Il y en a d'autres à qui on va dire retournez vers le salariat. Parce que vous n'avez pas les clés pour cela. Et par contre... Mais c'est pas possible de dire ça. Enfin... Ah bah si toi tu es d'accord pour les laisser aller au mur, entre guillemets, dans un projet qui n'est pas mûr, on a vraiment 50 000 personnes par an qui mûrissent des choses et on va les accompagner. 16 000 entrepreneurs par an dans ce réseau national avec l'outre-mer créent leur boîte, sont pérennes à 3 ans. Nous voulons répondre davantage à la demande et nous voulons aider les gens à créer leur boîte. Et je pensais que c'était une critique aussi que tu faisais du statut de l'auto-entrepreneur. T'es critique de ce statut-là? Non, je critique pas les statuts. Ce qui m'intéresse, c'est de voir des gens qui ont réussi. Je vais prendre un autre exemple. Barbier à Lille. Je veux créer ma deuxième... mais décidément, tu as un truc avec les coiffeurs et... Ben non, mais les coiffeurs, ça peut être autre chose. Et les masques. Voilà, Barbier à Lille. Donc Barbier à Lille. Ben, il veut créer sa deuxième... On lui regarde, il y a un truc qui s'appelle commerce et qui permet d'ouvrir un deuxième salon en ayant moins de charges pendant un certain temps. Tu prends pas de risque, moins de risques. D'accord. Et tu vas le faire. Et ben aujourd'hui, quelques années plus tard, il a ses 2 salons et ses 10 salariés. Je pense à ça. Je pense que quelque part, on ne peut pas s'improviser chef d'entreprise. Oui, mais
Alors, et c'est là où c'est ta réflexion de DRH quand même. La phrase de notre président de la République au moment où il faisait campagne, qui dit « On est quand même peut-être confronté à une génération qui a beaucoup plus de facilité à trouver un client qu'à supporter un patron ». Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Moi, elle m'intéresse beaucoup, cette phrase. Excuse-moi, je le vis tous les jours. Eh ben voilà. Je le vis tous les jours avec mon fils, qui l'a fait. Il dit, je supportais plus mon patron. Bon, bah alors? Ben alors, simplement, n'improvisez pas. Parce que vous allez souffrir, vous allez être heureux de plus avoir de patron, mais ça va être, si vous n'êtes pas préparé, une petite catastrophe annoncée. Or, je pense qu'il suffit de baliser l'environnement pour permettre de réussir. On ne s'improvise pas patron. Sauf que ce sont des gamins, alors peut-être ton fils, et on en a tous, ce sont des gamins, notamment ceux, je repense au statut d'auto-entrepreneur, à tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment autour de la livraison de repas, des choses comme ça, qui ont tout le temps échoué à l'école et qui ont développer une sainte horreur, et qui pense d'ailleurs que c'est réciproque, développer une sainte horreur de tout ce qui est justement conseil, formation, bien sûr, examen, apprentissage et des choses comme ça. À partir du moment où c'est éthéré, que ça sort d'un contexte, si tu fais de l'apprentissage par rapport à quelque chose de concret, je veux vendre des casquettes, ce qui arrive aussi. Je veux faire des casquettes, je veux les vendre. Ça, c'est les jeunes certains jeunes de quartier, parce qu'ils sont pas tous ce modèle-là. Pourquoi pas? Et ben si tu leur dis, tu dois quand même savoir quel est le prix de revient d'une casquette, il va t'écouter. Si tu lui fais faire un cours de maths, il va pas t'écouter. Il n'en a rien à foutre. Il est dans l'échec scolaire depuis des années. Ça le gonfle, ok? Et je pense que c'est ça qu'on doit faire. Attention aux marchands du temple qui vendent de la formation. 40 000 formations, j'en reviens pas. Oui, bah allez sur ton CPF. Ah mais je te fais confiance, Philippe. Voilà. Et je dis. Je suis pour l'entrepreneuriat, je suis pour l'entrepreneuriat raisonné, et si on n'est pas capable d'aider plus d'entrepreneurs à réaliser leurs rêves, qu'ils deviennent réalité, à mon avis, la France à deux vitesses, elle va s'incarner là. Merci Philippe. Philippe Lamblin, donc président du réseau BGE. On se retrouve demain sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.